Saga Egmont présente Sistra tome 2 de Marine Stengel, lu par Sarah Bourg. 2 ans plus tard. Prologue. Les bâtiments austères se confondaient avec le ciel envahi de nuages noirs. Je courais à en perdre haleine sans savoir où aller. Les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles tandis que je remontais une avenue qui m'était inconnue. J'étais poursuivie, perdue, complètement terrifiée à l'idée qu'il me retrouve. Mes yeux rougis par la fatigue guettaient le moindre mouvement dans cette mer de grisaille. Les diverses émotions qui m'assaillaient me nouaient la gorge. Les seules constantes étaient l'adrénaline et la peur. Cela faisait 3 heures que je fuyais pour ma vie. 3 heures que l'on me traquait, à cause de mon nom. Jay Monson. Le jour de la rançon, il s'était inscrit en grand sur l'écran de ma télé. Les lettres s'étaient affichées sur un fond écarlate et mon visage était apparu ensuite, dévoilant mon identité et mon sort à tous les citoyens de la ville. En l'espace de quelques secondes, j'avais été condamnée et maintenant, je purgeais ma peine. Des sueurs froides coulèrent le long de mon dos et de mon torse lorsqu'une musique à glacer le sang déchira l'air. Mes yeux s'ouvrirent en grand et mon cœur manqua un battement. Cette mélodie, connue de tous, se propagea à ce moment-là dans toute Nouvelle-York. Les haut-parleurs de la ville faisaient en sorte qu'aucun citoyen ne puisse l'ignorer, peu importe l'endroit duquel on venait, peu importe l'endroit dans lequel on se cachait. Dès qu'elle résonnait, les mains tremblaient, les pouls augmentaient, les respirations s'accéléraient. Ce fut aussi mon cas jusqu'au moment où la transmission s'arrêta. Cela ne signifiait qu'une chose, le cauchemar pouvait véritablement commencer. Une détonation, puissante et redoutable, éclata à quelques ruelles de la mienne. C'était celle d'un coup de feu. Je m'arrêtai net. Quelque part, dans un quartier proche, des bruits de pas s'éloignant à la hâte se mêlèrent à des hurlements paniqués. Atroces. La musique n'avait plus sa place désormais. Elle venait d'être remplacée par des lamentations et des pleurs déchirants qui s'élevaient dans toute la ville. La cacophonie grandit, prit de l'ampleur, puis il y eut d'autres tirs, et 2 fois plus de cris. Je dois déguerpir et en vitesse. Je repris ma course. Des larmes embuèrent mes yeux dès que je réalisai pleinement qu'autour de moi, des gens étaient en train de mourir, assassinés par leurs concitoyens. Et je serais le prochain, car les sentinelles étaient partout. Comme pour confirmer mes craintes, un cliquetis capta mon attention. Mes yeux brûlaient lorsque je relevai la tête à la recherche de l'origine de ce son. Une caméra ornée de l'emblème du gouvernement était braquée sur moi. Son voyant rouge me fit comprendre que j'avais été repérée. Au début, j'avais bêtement cru qu'en me dissimulant dans une benne à ordures, j'aurais fini par leur échapper. Seulement, les caméras de vidéosurveillance postées dans toute la ville étaient efficaces, à l'affût du moindre mouvement. Il fallait bien plus que cela pour les berner. Depuis des heures, elles me suivaient sans relâche afin de signaler ma position aux hommes de l'État chargés de nous massacrer. Car aujourd'hui, c'était le jour de la purification, le jour de la purge. Le seul fait de penser à ce mot me fit accélérer la cadence. Je remontai la rue déserte, complètement à découvert. Autour de moi, les cris diminuèrent. Alors je sentis une véritable terreur m'envahir lorsque la ville finit par retomber dans le silence. Tout devint calme, comme un soir de tempête. Mais je n'étais pas dupe. Cela ne voulait pas dire pour autant que les sentinelles n'étaient pas dans les parages. Je dois fuir, chercher une cachette pour survivre à ce cauchemar. Je filais au pas de course, si vite que mes muscles semblaient se consumer. Je ne savais pas si je pourrais tenir ce rythme soutenu bien longtemps. Je n'y étais pas habituée, mais m'arrêter signerait mon arrêt de mort. Cette douleur physique n'était rien en comparaison de la peur qui m'empêchait de réfléchir clairement. J'avais une bonne idée de ce qui m'attendait si les sentinelles me mettaient la main dessus. J'avais déjà visualisé des purges à la télévision ces dernières années, et aucun des scénarios n'était plaisant. Un tir en pleine tête, être tabassé jusqu'à ce que je cesse de respirer, être étouffé ou bien immolé par le feu. Les exécuteurs du gouvernement avaient tous les droits et usaient de différentes tortures sur les purifiés. Cela suffit à me convaincre de toujours rester en mouvement. Bouger, courir, toujours, jusqu'à ce que
Je dus ralentir. Le vent sifflait dans les rues abandonnées tandis que j'observais mon premier obstacle. Pour poursuivre mon chemin, il me fallait traverser un croisement sans aucune visibilité. N'importe qui pourrait me voir si je le franchissais en courant. J'avais déjà une cible sur ma tête, il était inutile de me frotter davantage au danger. Je m'arrêtai et pris mon courage à deux mains pour m'avancer à pas lents jusqu'à apercevoir ce qui se passait dans les rues perpendiculaires. Je jetai des coups d'œil nerveux vers l'allée principale. Je me raidis lorsque j'aperçus des ombres mouvantes sur ma droite. Des sentinelles armées de mitraillettes étaient en train de fouiller les ruelles voisines, mais ce n'était pas ça le pire. Une douzaine de corps ensanglantés tapissaient cette partie de l'avenue. Les agents du gouvernement avaient déjà exécuté de nombreuses victimes et la purge ne faisait que commencer. Je repris mes jambes à mon cou et rebroussai chemin. J'avais pu leur échapper cette fois, mais peut-être que je n'aurais pas de seconde chance. Les caméras de surveillance étaient mon pire ennemi. J'avais beau fausser compagnie aux sentinelles, je ne m'en sortirais jamais si par la suite elles leur dévoilaient ma position. Au moins, je n'étais pas le seul à être traqué. Je partageais ce terrain avec 999 autres purifiés. Plus de 900 personnes qui se devaient de rester invisibles, inaudibles, à tout moment. D'ailleurs, sur mon chemin, je commençais à croiser quelques citoyens qui cherchaient à fuir les hommes de l'État. Tous portaient des masques de peur et d'affolement sur leurs visages. Certains étaient blessés. Ils avaient dû échapper aux sentinelles de justesse. D'autres étaient allongés par terre, immobiles, baignant dans des mares écarlates, témoignant du passage des sentinelles. Nous évoluions parmi les pleurs, les gémissements, les hurlements et l'odeur du sang. L'odeur du sang, métallique, puissante. Elle était plus présente dans ces rues. Le temps que je me fasse cette réflexion, un nouveau coup de feu retentit, m'arrachant à mes pensées. Je stoppai aussitôt ma course tandis que les citoyens qui m'entouraient s'enfuyaient. D'après la puissance du coup, le tireur se trouvait à proximité. Mes cheveux se hérissèrent sur ma nuque lorsqu'un hurlement troublant s'ensuivit quelques secondes plus tard. C'était celui d'une femme. Elle criait à plein poumon qu'elle était désolée et commença à supplier la sentinelle qui devait la poursuivre. D'une oreille, j'entendis une voix lui répondre sur le ton de la moquerie, puis par un deuxième coup de feu, ce qui eut pour mérite de mettre un terme à ses cris. Je commençai à suffoquer, tandis que je faisais une nouvelle fois demi-tour. La panique me gagna, j'étais incapable de rassembler mes idées. Je ne savais pas où me rendre, ils allaient me retrouver si cela continuait. À l'affût du moindre mouvement, du moindre bruit, je prenais conscience de ce qu'avaient dû éprouver toutes les personnes qui avaient subi la purge avant moi. Tout me faisait sursauter. J'avais peur d'avancer, peur de reculer, de me tromper de chemin, de tomber dans une embuscade, de respirer trop fort, de ne plus respirer tout court. Cette paranoïa allait me rendre fou. Je marchais d'un pas rapide jusqu'à ne plus pouvoir penser. J'avais la gorge en feu, les pieds douloureux, un mal de crâne grandissant. J'avais du mal à respirer, car je n'étais pas habituée à fournir un tel effort physique. Mais je fis abstraction de tout cela et gardai les yeux rivés droit devant moi, me forçant à ignorer les cadavres qui m'entouraient, faute de quoi je n'aurais plus la force de continuer. Un nouveau bip résonna. Une caméra surveillait mon avancée et venait de me signaler. Je forçai l'allure, traversant des rues jonchées de débris humains. Je dépassai ensuite d'immenses bâtiments dont les murs étaient criblés de balles. Je n'étais jamais seule, car les objectifs s'activaient systématiquement à mon approche. Il ne me restait plus qu'une chose à faire, me déplacer, être toujours en mouvement. Quelque temps plus tard, j'ignorais s'il s'agissait de minutes ou d'heures, je tombais sur un petit attroupement de personnes qui s'étaient réfugiées dans l'ombre d'un tunnel. L'obscurité des lieux était rassurante, alors que le soleil était encore haut dans le ciel. Je supposais que c'était pour cette raison que tous ces gens avaient choisi de se cacher ici. Le cœur battant la chamade, je me frayais un passage parmi ces hommes et ces femmes et me trouvais un coin dans lequel j'espérais pouvoir rester des heures sans bouger, jusqu'à ce que la mélodie retentisse de nouveau pour annoncer la fin de la purge. Je m'assis par terre, vidé de toute énergie. La respiration saccadée, j'essayais de distinguer les profils des personnes qui m'entouraient dans la pénombre. Ils étaient à peu près une trentaine. Il y avait des adultes, mais également des adolescents et de nombreux blessés. Ici aussi,
L'odeur du sang était prenante, et les gémissements et les pleurs ne cessaient de retentir. Je pensais que l'un d'eux chercherait à me chasser d'ici, ou à me montrer que je n'étais pas le bienvenu, mais personne ne prêta attention à moi. Ils savaient pourquoi j'étais là. Ils savaient ce que je fuyais. Nous partagions tous cette même peur. 1 heure s'écoula, puis 2. Les battements de mon cœur égrenèrent les secondes. Ma respiration se calma, à la différence de mon pouls. Mes paupières se fermèrent à plusieurs reprises, mais à chaque fois, je me forçais à rester éveillée. Alors que je m'apprêtais à entamer une 3e heure de relative tranquillité, je sentis leur présence avant même de les voir. Sur ma droite, 5 silhouettes venaient de faire leur apparition à l'autre bout du tunnel. Dans un plissement de paupières, je reconnus les contours de leur uniforme ainsi que ceux de leurs armes, des mitraillettes. J'eus à peine le temps de tourner la tête pour alerter les autres qu'un coup de feu retentit et que quelqu'un près de moi tomba avec grand fracas. Lorsque je tournai la tête dans la direction opposée dans l'espoir de fuir, je remarquai qu'un 2e groupe de sentinelles nous bloquait le chemin. La peur gangréna chacune de mes extrémités et m'immobilisa sur place. Ils nous avaient retrouvés, puis encerclés. Personne ne va venir à notre secours. Nous étions piégés comme des rats. C'était la fin. Les rescapés qui pouvaient encore tenir debout se mirent à courir dans tous les sens en criant, tandis que ceux qui étaient blessés ou trop épuisés pour se lever étaient abattus sous nos yeux. Tout ce qui bougeait devint une cible. Les sentinelles tiraient sans chercher à savoir qui ils touchaient. Jeunes et plus âgés, tout le monde y passait. Le tunnel se transforma en une véritable boucherie. Des balles sifflaient tout autour de moi. Et lorsque je pensais que la situation ne pouvait pas empirer, l'une des sentinelles braqua un faisceau lumineux sur nous, nous aveuglant le temps de quelques secondes. « Ne reste pas planté là! Cours !» me hurla un homme. Il m'agrippa par le bras et m'entraîna sur quelques mètres avec une force incroyable. Mes jambes me soutenaient à peine, je dus faire preuve d'une détermination surhumaine pour le suivre. Cet homme, dont je n'avais entreaperçu qu'une partie du visage, me plaqua contre une paroi du tunnel et posa une main sur mon torse pour m'immobiliser. « 2 secondes !» cria-t-il par-dessus le vacarme. Je le sentis bouger près de moi. J'étais bien trop paniquée pour chercher à comprendre ce qu'il fabriquait et j'avais l'impression qu'il s'éternisait trop. De leur côté, les sentinelles s'en donnaient à cœur joie avec leurs mitraillettes. Ils avaient quasiment tué tous les rescapés quand j'aperçus le signe de la main qu'il m'adressa grâce au faisceau braqué sur nous. « Grouille !» Comme je ne bougeais pas, l'inconnu posa sa main sur ma nuque et m'aida à franchir une ouverture dans la paroi du tunnel. Derrière nous, des gens tombaient. Des corps recouvraient le sol, puis lorsqu'il referma la porte, il n'y eut plus rien, plus de corps, plus de sentinelles. Nous venions d'échapper aux exécuteurs de l'État. La respiration encore plus irrégulière, j'étudiais les lieux du regard. Cette petite ouverture donnait sur un long corridor sobrement éclairé par de petites ampoules. Je me laissai tomber par terre, soulagée d'une part et épuisée de l'autre, ce qui ne plut pas à mon sauveur. « Qu'est-ce que tu fous ?» aboya-t-il avec une certaine hargne. « Ils connaissent ces tunnels, ils peuvent débarquer d'un moment à l'autre. Il faut déguerpir au plus vite. » Cet homme venait de me sauver la vie. Maintenant, je pouvais voir son visage. Il était brun, avec des yeux noirs, et devait avoir le même âge que moi. « Je ne peux plus. Prends sur toi. J'aurais pu aider quelqu'un d'autre. Ne me fais pas regretter mon choix. » La colère faisait trembler son corps. La peur secouait le mien. Nous étions différents. Si lui semblait posséder un instinct de survie hors du commun, moi, j'avais besoin que l'on m'encourage à ne pas baisser les bras. « Bon, tu me suis ou tu attends qu'il te trouve? Je m'en fiche. » Sur ces mots, il s'éloigna en courant, prenant le couloir de droite. Ni une ni deux, je le talonnai d'une démarche claudicante. Il était bien plus rapide que moi, mais dès lors qu'il remarqua que je le suivais, il ralentit la cadence. « Merci », bafouillai-je, incapable de prononcer un mot de plus. « Pas de quoi, tu me remercieras si jamais on survit à ce merdier. » Sur notre chemin, nous remarquâmes de nombreuses portes. Nous marchâmes pendant ce qui sembla une éternité, jusqu'à ce que son attention fût attirée par l'une d'elles, plus grande et imposante. Il m'intima alors de ne plus bouger et colla son oreille contre le battant. Je l'imitai. Derrière, il n'y avait que le silence. L'homme tourna une manivelle et débloqua le tout dans la seconde. Dès qu'il ouvrit la porte, un courant d'air froid pénétra dans le tunnel. Nous prîmes une profonde inspiration.
puis il me fit signe de garder le silence tandis qu'il sortait, tous les sens aux aguets. « Je vois une caméra mais rien d'autre », souffla-t-il. Il vérifia qu'il n'y avait personne dans la rue avant de me donner le feu vert. Hélas, au moment où je quittais notre cachette, une sentinelle apparut, sortant de nulle part. L'homme fut tout aussi surpris de nous voir sortir de là et eut à peine le temps de pointer son revolver sur nous que l'inconnu qui m'accompagnait se jeta sur lui. L'arme tomba par terre et ils s'engagèrent dans un combat à main nue d'une violence qui me dépassait. Mon sauveur avait décidément un courage que je ne possédais pas. L'espace d'un instant, je comptais d'étaler sur la gauche, mais pouvais-je vraiment l'abandonner ? Que diraient mes proches si jamais ils me voyaient derrière leurs écrans ? Comment pourrais-je me regarder en face si je venais à fuir ? Je serrai les dents et me précipitai à mon tour vers la sentinelle. Hélas, l'homme d'État fut plus rapide que moi. Une fois à sa hauteur, mon sauveur toussa et m'éclaboussa le visage de sang poisseux. Sous le choc, je reculai, tombai en arrière, une grimace de dégoût imprimée sur ma bouche, tandis qu'il s'écroulait à mes pieds, un poignard militaire planté dans la nuque. Une bile acide me monta à la gorge, alors que le goût métallique de son sang se promenait sur mes lèvres. Au moment où je m'apprêtais à rendre mon repas de la veille, le voyant d'une caméra se mit à clignoter dangereusement. À peine détournai-je le regard, écœuré d'être constamment épié même dans un moment pareil, que mes yeux se posèrent sur le revolver lâché par la sentinelle. Ce dernier se trouvait à seulement quelques centimètres de moi. Si je réussissais à le récupérer, je pourrais me défendre. En y réfléchissant, c'était ma seule chance de survie. La question qui se posait était de savoir si je parviendrais à m'en emparer à temps. La sentinelle pouvait surprendre ma course et me poignarder avant que je n'y parvienne. Il me fallait prendre une décision et vite. Ne réfléchis plus. Je m'élançai et ramassai l'arme dont la crosse était constellée de gouttelettes sombres. Son propriétaire venait d'épousseter sa combinaison tachée de sang lorsqu'il remarqua que je lui avais volé son arme. Il porta aussitôt la main à sa ceinture, dégainant un deuxième revolver, plus petit que le mien. J'étais devenue sa prochaine cible. C'était lui ou moi. Cette fois, le choix était évident. La vision de mon sauveur, dont je ne connaîtrai jamais le prénom, et les hurlements de la femme que d'autres exécuteurs avaient abattue ne cessaient de me revenir en mémoire. Je pointai l'arme vers cet homme qui avait tué un civil sous mes yeux. Il allait faire de moi un assassin, ce que je détestais le plus au monde. Puis je tirai. Le choc du recul du revolver irradia dans mon bras et mon épaule, tandis que le corps de la sentinelle s'affaissait par terre. Lorsque je levai les yeux, le voyant de la caméra s'éteignit. Partie 1. Amérique. 1. Tessa. Tessa, ma chérie. Tous les matins, j'entendais la voix de ma mère. Elle s'asseyait sur mon lit, me caressait le visage, puis m'appelait avec douceur. J'avais appris à garder les yeux fermés le plus longtemps possible, car dès que je les ouvrais, elle s'éloignait en souriant et partait travailler. Lorsqu'elle quittait notre modeste foyer, je restais le plus longtemps possible pelotonné dans ma couverture. Dès que je sautais de mon lit, et seulement si l'on avait suffisamment de nourriture, mon père me préparait mon petit déjeuner. Dans le cas contraire, il m'aidait à faire ma toilette et m'habillait en inventant des histoires dont les personnages principaux me ressemblaient étrangement. Souvent, nous essayions de deviner ce qui nous attendait pour la journée, et nous nous trompions la plupart du temps. Il me conduisait ensuite à l'école avant de rejoindre son épouse au travail. Ils faisaient tous les deux le même métier. Mes parents étaient des scientifiques et des spécialistes en informatique. Au fil du temps, j'avais appris ce que signifiaient ces deux mots. Tous les deux me donnaient des cours particuliers une fois le soir venu, lorsque l'on rentrait tous à la maison. Père m'apprit à lire et à écrire en quelques mois. Une fois cela maîtrisé, mère, elle, se chargea de la suite de mon éducation. À mes 5 ans, je pouvais déjà utiliser un ordinateur correctement. Les enfants de mon âge ne savaient même pas ce que c'était, ce qui faisait de moi quelqu'un de spécial, du moins c'était ce que mes parents ne cessaient de me répéter, et j'avais particulièrement chéri ces moments de partage. Quelques années plus tard, à mes 11 ans, nous avions accueilli le 4e membre de la famille, mon petit frère, Nolan. Et même si après sa naissance, mes parents eurent du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois, je gardais de bons souvenirs de cette époque-là. Mère nous appelait tous les deux
Le matin, avec sa voix caressante, père restait à la maison avec Nolan. Moi, j'allais seule à l'école et quand je rentrais, j'avais droit à mes cours d'informatique. Ma routine avait quelque peu changé avec l'apparition de ce petit frère que j'aimais déjà tendrement. Puis, un jour, mon monde s'écroula. Je me réveillai dans le silence le plus complet. Je suis née sur le mauvais continent. Je me répétais cette phrase depuis des années plongées dans la terreur, la soumission et la violence. Ce matin-là, je l'avais prononcée au souvenir de mes parents. Certains jours, me rappeler de leur existence était une nécessité. À d'autres, cela ne faisait que décupler ma douleur. Depuis leur disparition et au fil des ans, les pertes, celles de nos proches et amis de longue date, étaient devenues de plus en plus nombreuses. Il y avait des jours comme celui-ci où, en plus de la fatigue et de la faim, je me sentais terriblement seule. Je ne cherchais pas à combattre ce sentiment de solitude, mais je me demandais comment nous en étions arrivés là. Même si j'ignorais quelle était la politique des autres continents, je supposais que cela ne pouvait pas être pire ailleurs. C'était impossible, inimaginable. L'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Océanie, leurs dirigeants étaient loin de se douter de ce qui se produisait sur le continent américain. Car s'ils l'avaient su, ils auraient sûrement réagi depuis longtemps. Quelqu'un serait forcément venu nous sauver, nous arracher à ce système pourri et corrompu jusqu'à la moelle. Quelqu'un... Tess, il ne reste plus qu'une heure, tu as fini ? Je levai brusquement les yeux de mon écran et croisai celui de mon collègue de bureau. Je ne l'avais pas entendu approcher, tant j'étais perdue dans mes pensées. Cela m'arrivait de plus en plus fréquemment ces derniers temps. Haïtan secoua une main devant moi, comme pour s'assurer que j'étais bien là. « Alors ?» insista-t-il. « Ouais, lâchai-je quelque peu déboussolée. « Excuse, donne-moi 5 minutes, le temps que je... » Je désignai le moniteur avant de me rendre compte que les mots et les chiffres que j'étais en train de taper n'avaient aucun sens. Mes doigts cessèrent instantanément de pianoter sur le clavier. À la place, je les posai sur mon bureau couvert de paperasses, d'écrans d'ordinateur et des restes du déjeuner que je gardais précieusement dans mon sac. Sur ma droite, celui d'Haïtan était rangé. Il avait déjà enfilé son manteau et tapait impatiemment du pied. Mes yeux se posèrent sur la montre à son poignet, 17 heures. Il n'avait pas oublié, et moi non plus, même si je n'avais pas vu le temps passer. Tous les vendredis, nous avions la permission de rentrer chez nous plus tôt que d'habitude. L'ensemble des citoyens, du moins ceux qui avaient la chance d'avoir un travail et un toit au-dessus de la tête, regagnaient leur foyer le jour de la rançon. « Bien sûr, » dit Haïtan, « je t'attends en bas dans ce cas. » « Ça marche. » Le jeune homme fit demi-tour, laissant derrière lui une odeur citronnée. Je pris quelques secondes pour le regarder s'éloigner. Haïtan avait les traits tirés aujourd'hui, et moi de l'eczéma dû au stress. Nos collègues n'étaient pas en reste. Migraines, nausées, tremblements incontrôlables, cernes, crises de panique. La rançon qui se déroulait un vendredi sur 2 était responsable de tous nos maux. D'habitude, je faisais tout pour ignorer ces symptômes. J'avais appris à vivre avec. Seulement, Haïtan et sa petite amie s'étaient vus attribuer des points ces derniers temps, et je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter pour lui, tout comme je m'inquiétais pour mon petit frère, la personne la plus importante à mes yeux. Nolan m'attend. Il me fallait absolument aller le récupérer à l'école. Mon estomac gargouilla pour la 31e fois aujourd'hui. Nolan aussi devait avoir faim. Le pauvre n'avait plus que moi au monde. Je poussai un soupir et m'affairai à la tâche. J'éteignis tous les écrans, balançai mes notes dans les tiroirs de mon bureau et passai un coup sur la table pour récupérer les miettes du sandwich au fromage synthétique que nous offrait l'entreprise à l'heure du déjeuner. Je les engloutis à la hâte et rangeai avec délicatesse le reste dans mon sac pour ne pas abîmer notre repas. « Dépêche-toi. » Il m'arrivait rarement d'être à ce point en retard. L'espace de travail était vide et plongé dans la pénombre. Seule une lampe était encore allumée au-dessus de ma tête, la mienne. Les tables et les chaises noires de mes camarades de bureau étaient alignées à la perfection et plus aucune machine ne vrombissait. Les piles de dossiers, savamment empilés les uns sur les autres, attendraient notre retour lundi, à condition que je ne sois pas choisie ce soir. Une fois que j'estimais être prête, je dévalai les escaliers menant jusqu'au rez-de-chaussée afin de quitter cette prison d'acier. Je traversai d'innombrables couloirs, aux murs recouverts d'affiches de propagande et de prénoms des employés qui nous avaient quittés à ce jour. Le sol dallé de blanc et de noir ressemblait à un véritable échiquier.
Cela me rappelait que nous étions tous les pions d'un jeu auquel nous n'avions pas envie de participer. De puissants néons éclairaient les allées pour dévoiler aux caméras de surveillance le moindre recoin, le moindre signe de paresse ou de rébellion des employés. Ces boîtes noires dont les voyants rouges clignotaient sans discontinuer se trouvaient partout, absolument partout. Elles filmaient en permanence les lieux, à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment, et s'étendaient dans toute la ville. Dire que je fais partie de l'équipe qui les a développées. En moins d'1 minute, j'en dépassais une dizaine, toutes braquées sur moi, le seul élément en mouvement dans ce corridor aux couleurs maladives. Par moments, j'avais l'impression d'être isolée du monde, ici, chez Bixmark Industries. L'immeuble était dépourvu de fenêtres, comme la plupart des entreprises de la ville, et me donnait la sensation d'être constamment emprisonnée. C'était supposé nous aider à nous concentrer sur notre travail et à empêcher de possibles tentatives d'intrusion, vu que nous possédions une haute technologie soi-disant convoitée par d'autres puissances mondiales. Je franchis des portiques de sécurité, férocement gardés par des agents de sécurité, en montrant mon badge d'employé mais aussi mon PDP, mon bien le plus précieux. C'était grâce à ce laisser-passer que j'étais toujours en vie. Et pourtant, ce serait sûrement lui qui causerait ma mort. Le PDP était un rectangle métallique doté d'un minuscule écran. Il affichait en permanence des chiffres inscrits en rouge, la somme des points obtenus par son propriétaire tout au long de sa vie. Toute personne ayant atteint l'âge de 10 ans en possédait un et se devait de l'avoir toujours sur elle au risque de sanctions sévères. Il existait aussi la possibilité de se voir attribuer ce pass avant ses 10 ans pour mauvaise conduite. La seule règle était de ne pas dépasser le seuil des 100 points. Si cela arrivait, le citoyen était directement envoyé à la purification. Tous les jours, je veillais à ce que mon chiffre n'augmente pas. Actuellement, j'approchais la 20aine de points de mauvaise conduite. Pourtant, je n'avais commis aucun délit. La plupart de ces points m'avaient été injustement distribués. Je n'avais jamais volé ni assassiné. Mes infractions n'en étaient pas dans un monde normal. Il m'était arrivé d'observer une sentinelle avec trop d'insistance ou de me trouver au mauvais endroit au mauvais moment, alors j'avais été puni pour cela. Depuis, j'évitais de regarder les gens dans la rue et je n'interagissais avec mes pairs que pour le strict nécessaire. J'avais appris à tenir ma langue, à montrer en permanence un masque d'indifférence afin que personne ne puisse jamais deviner mes pensées. Haïtan était une exception, je le connaissais depuis toujours. Lorsque j'eus traversé l'immense rez-de-chaussée et franchi tous les portiques de sécurité, je gagnai l'extérieur. Il ne faisait pas beau cet après-midi. D'épais nuages couvraient le ciel et le vent froid amenait avec lui des odeurs de fumée et de savon. La foule se déplaçait tête baissée dans l'avenue principale. Ethan m'attendait sur le trottoir d'en face, le regard mi-amusé, mi-coupable. Je devinais qu'il avait sûrement profité de mon absence pour fumer une de ces cigarettes qu'il confectionnait avec tout et n'importe quoi, car il savait que j'avais horreur de leur odeur nauséabonde. Les passants étaient si nombreux que je dus me frayer un passage en jouant des coudes avant de pouvoir l'approcher. Une fois parvenu à sa hauteur, une puissante fragrance de tabac fit frémir mes narines. « Ça te dit de dîner avec Adi et moi courant semaine prochaine ?» me demanda-t-il à ce moment-là. « Ce sera l'occasion de te la présenter. Tu peux amener ton petit frère, comme ça elle rencontrera la famille Morgan. » La famille Morgan au grand complet, pensai-je avec une certaine tristesse. Même si Haïtan et moi nous fréquentions depuis des années, je n'avais jamais fait la connaissance de sa petite amie. L'un de nous deux avait toujours un empêchement, trop de travail, ou pas assez de moyens pour préparer un repas digne de ce nom. « Tu peux te le permettre ?» l'interrogeai-je sans ménagement. Lui et moi ne nous cachions rien. Je ne voulais pas être responsable d'un trou dans son budget. Oui, Adi a réussi à avoir des légumes cette semaine. Il y en a trop pour nous deux et il risque de pourrir. C'est pour ça que je te propose ce repas. Enfin, en admettant qu'aucun de nous ne soit choisi pendant la rançon, ajouta-t-il sur le ton de la plaisanterie. Ne ris pas avec ça. Excuse Tess. Tu es d'accord pour le repas alors ? Nous manquions cruellement de nourriture à la maison. Un repas gratuit ne se refusait pas, surtout que j'avais une bouche à nourrir, celle de mon petit frère. J'acquiesçai, ce qui fit sourire mon meilleur ami. « Je ne te retiens pas plus longtemps, poursuivit-il. J'imagine que tu vas chercher Nolan ? Oui, l'école ferme dans pas longtemps. Si jamais j'arrive avec 1 minute de retard, l'institutrice risque de me passer un savon. Je vais y aller d'ailleurs. On se tient au courant pour le repas. » Oui,
répondit Haïtan. « Prends soin de toi. Toi aussi. » Sur ces derniers mots, il se mêla à la foule et sa silhouette disparut en quelques secondes. De mon côté, je remontai l'avenue principale avant de m'enfoncer dans les petites artères qui menaient vers le sud et étaient bordées d'immenses bâtisses sans vitres d'aspect sinistre. Ces bâtiments noirs ressemblaient à des cages. Ils avaient poussé un peu partout ces dernières années, remplaçant les gratte-ciels qui avaient fait la renommée de la ville par le passé. Auparavant, elle se composait de 5 arrondissements. Depuis 2052, il n'existait plus que 4 zones étendues sur tout l'État de Nouvelle-York, les zones nord, ouest, est et sud. Le seul vestige qui subsistait du siècle dernier était Central Park. Tous les symboles historiques du passé dont m'avaient parlé mes parents nous avaient été arrachés. L'Empire State Building, comme le One World Trade Center, avait été détruit et le quartier de Times Square rasé. La Statue de la Liberté avait été rendue à la France peu de temps après. Si nos ancêtres avaient manifesté contre ces changements, leur colère appartenait déjà au passé. Les nouvelles générations ne s'intéressaient plus à notre histoire. Tout ce que l'on retenait était notre présent, un présent auquel on ne pouvait pas échapper. Je poussai un soupir. Autour de moi, les passants se raréfiaient au fur et à mesure que les minutes avançaient. Dire que dans 1 heure, ces rues bondées seraient vides, car dans 1 heure, les gouverneurs procéderont à la rançon. Je pressai le pas. L'école du quartier sud ne se trouvait plus très loin. Dès que j'aurais récupéré Nolan, nous devrions nous dépêcher de rejoindre notre immeuble et nous enfermer à clé. Heureusement qu'Haïtan m'avait sorti de ma léthargie, faute de quoi Nolan aurait peut-être passé la nuit seul, enfermé dans cet endroit que nous détestions tous les deux. Au-dessus de ma tête, le ciel se mit à gronder. Il reflétait parfaitement mon humeur du moment. Je lâchai un rire sans joie et laissai mon regard se promener au loin. Alors j'aperçus une partie du mur. Personne ne pouvait louper cette immense forteresse de béton qui entourait Nouvelle-York et s'étendait sur des kilomètres. Un mur de 200 mètres de haut, censé nous protéger de ce qui se trouvait de l'autre côté. Pourtant, personne ne savait ce qu'il y avait derrière cette barrière construite de la main de l'homme. Le désert, prétendaient certains. Des conditions climatiques catastrophiques. Des maladies. Le paradis, assuraient ceux qui croyaient que le gouvernement nous mentait. C'était un véritable mystère. Je ne savais pas quoi penser de tout cela. Toute ma vie était remplie d'incertitudes. Mes parents avaient pris soin de m'apprendre l'histoire de Nouvelle-York avant de disparaître, mais ils n'avaient jamais mentionné ce qui se trouvait derrière la forteresse. Ils l'ignoraient sans doute. C'était comme si, en dehors du mur, le reste n'existait plus, n'avait plus aucun intérêt. Mais certaines personnes le franchissaient au moins 1 fois toutes les 2 semaines, pour fuir la purification. Quitter la ville ne nous était pas interdit, bien au contraire. Notre gouverneur encourageait ce genre d'action car nous étions trop nombreux en ville et cela nous permettait d'obtenir plus de ressources. En revanche, une fois que l'on passait le mur, c'était fini. Nous ne pouvions plus faire machine arrière ni retourner à Nouvelle-York. Une nouvelle vie s'offrait aux déserteurs. Ou la mort. Cette pensée m'arracha un frisson. Je détachai mon regard du mur et me reconcentrai sur mon trajet. Plus que quelques rues et j'y serais enfin. Lorsque j'arrivai devant l'école, un énième bâtiment rectangulaire aux parois noires et dépourvu de fenêtres, les nuages étaient devenus plus menaçants encore. Aussitôt, je repérai mon petit frère qui était mon portrait craché. Il m'attendait derrière le portail en acier forgé, comme je le lui avais si souvent répété. Une institutrice à la mine sévère le surveillait de très près, tandis qu'une moue s'agrandissait sur son visage d'ange, car il ne m'avait toujours pas aperçu. Je souris en le voyant. Nolan faisait cet effet-là aux gens en général. À 6 ans, il avait un regard plus intelligent et doux que la plupart des adultes que je connaissais, ce qui contrastait avec son visage poupon. « Tess !» cria-t-il d'un air enjoué lorsque ses yeux bleus se posèrent enfin sur moi. Il se mit à courir dans ma direction et se fraya un chemin parmi les passants. Un homme l'évita de justesse. J'attrapai Nolan par le bras et me confondis en excuses auprès de l'inconnu qui poursuivit sa marche comme si de rien n'était. Je jetai aussitôt un coup d'œil alarmé autour de moi. Pas de sentinelle en vue. Pas de risque de me voir attribuer de points d'impolitesse. Nous l'avions échappé belle. « Nolan !» grondai-je une fois ma frayeur passée. « Je t'ai déjà dit de ne pas courir comme ça. »« Je sais, Tess, mais je suis content de te voir et de finir avant l'heure aujourd'hui. »
Une lueur inquiète éclaira soudainement son regard qui se porta aussitôt sur ma poche droite, là où je gardais mon PDP. Nolan savait que rentrer plus tôt était une exception, et dans notre monde, ce qui était exceptionnel n'annonçait rien de bon. Je ne trouvais pas le courage de lui répondre. À la place, je caressais ses cheveux aussi bruns et rebelles que les miens. Ils encadraient son visage rond et rose que j'espérais voir grandir un jour. « On rentre à la maison », murmurai-je finalement. « Allez, donne-moi la main. » Ce n'était pas le moment de traîner. Avant de quitter les lieux, je saluai son institutrice de loin. Les derniers passants commençaient à courir afin de rejoindre leurs habitations. Tout le monde devait assister au rançonnage sans exception, au cas où cela nous tomberait dessus. Je réfléchissais à cette éventualité de nuit comme de jour. Même si j'avais un peu moins de 20 points, j'ignorais quelle était la moyenne des habitants de Nouvelle-York, ce qui faisait que je pouvais toujours être appelée, car j'étais éligible à la rançon. 2 vendredis par mois, 1000 personnes étaient envoyées à la purification, celles qui avaient le plus de points sur leur laissez-passer. J'en possédais 17. D'une main tremblante, j'effleurai mon PDP bien au chaud dans la poche de mon pantalon. Dire que ma vie dépendait de ce rectangle de métal. Soudainement, un éclair zébra le ciel et une pluie fine commença à tomber. Nolan et moi ne portions pas de vêtements chauds, nous n'en possédions pas. Mon frère avait revêtu son seul et unique uniforme scolaire, et moi une chemise et un pantalon usés par le temps, ma tenue de travail ainsi que ma seule paire de chaussures. « Cours, Nolan !» lui criai-je pour couvrir le bruit de la pluie. Je resserrai ma prise sur sa main et l'entraînai vers notre quartier en essayant de me protéger de l'averse comme je le pouvais. Quelques personnes traînaient encore dans les parages. Je remarquai du coin de l'œil que l'une d'elles pleurait, adossée contre la façade d'un bâtiment. Un homme, assez jeune. Il avait sans doute trop de points sur son PDP ou aucun endroit où se réfugier pour la soirée. Je préférais ne pas connaître sa situation et essayer de le sortir de ma tête. Une quinzaine de minutes plus tard, nous fîmes irruption dans le rez-de-chaussée de notre immeuble. Un bâtiment miteux aux murs moisis et à l'insonorisation douteuse. Les parois étaient si fines qu'elles nous permettaient d'entendre tout ce qui se passait dans n'importe quel appartement voisin. L'endroit était sombre à notre arrivée. Le temps dehors le devint plus encore lorsque je refermai la porte d'entrée sur nous. « Tess, j'ai froid », se plaignit Nolan. Ses chaussures et habits étaient trempés. Des perles d'eau s'étaient accrochées à ses cheveux et ses cils. Je n'étais pas en reste. Je sais, moi aussi. Montons. Nolan et moi habitions au 9e niveau. Nous avions encore beaucoup de marches à gravir avant de pouvoir nous reposer. Aucune chance de disposer d'un ascenseur dans un immeuble aussi miteux. Une fois notre ascension commencée, Nolan me raconta ce qu'il avait fait à l'école aujourd'hui. Il faisait toujours cela quand il sentait que j'avais besoin de distraction. Un peu de coloriage et de sport. Je savais pertinemment de quoi il retournait. J'avais eu droit à la même formation plus jeune. Les 10 premières années de vie d'un enfant étaient scrutées à la loupe en permanence. Si Nolan était doué en coloriage et en travaux manuels, il poursuivrait ses études dans une école plus théorique, comme moi. Si jamais il était meilleur en sport, alors il intégrerait l'armée. Et s'il excellait dans les 2 matières, il aurait droit à un entraînement particulier qui lui permettrait d'accéder au prestigieux poste de sentinelle. Dans la cage d'escalier, nous croisâmes le jeune couple du 8e avec lequel nous n'échangions que quelques bonjours polis et signes de tête maladroits. Ils montaient, comme nous. C'étaient les seuls voisins avec lesquels je m'autorisais ce genre d'échange, et je devinais qu'il en était de même pour eux. De ce fait, Mary et John se retournèrent pour nous gratifier d'un petit sourire. Cette dernière avait un visage crispé. Elle était enceinte et elle avait du mal à monter les marches. John essayait de l'aider tant bien que mal, une main posée dans son dos et une autre sur son ventre rebondi. « Bonsoir les jeunes », nous lança Mary les lèvres tremblantes. Je hochai la tête avec un sourire tandis que nous nous adaptions à leur rythme de croisière. Il s'estompa rapidement. Je venais de repérer le voisin du dessus. M. Wilson s'apprêtait à quitter le bâtiment. Dès qu'ils l'aperçurent, le couple baissa les yeux et leur progression devint encore plus lente. Wilson exerçait le métier de sentinelle. Il travaillait pour le gouvernement. Cet homme dénonçait ses propres voisins et il fouillait régulièrement les appartements des habitants qu'il ne supportait pas. Son travail lui garantissait l'immunité au tirage au sort.
Il n'avait pas à y assister et il nous le montrait bien. Une fois qu'il parvint à notre hauteur, ses yeux porcins se posèrent sur nous et il marmonna « Béni soit la purification ». Un mal nécessaire, articulai-je d'un ton le plus neutre possible, rapidement imité par Marie et John. Un mal nécessaire, dit également Nolan avec quelques secondes de retard. Wilson le fixa un instant avant de poursuivre son chemin. Même si nous étions contre, nous étions obligés de prononcer la maxime de la purification. Nous ne pouvions pas l'ignorer lorsqu'elle était récitée par une sentinelle. Le travail consistait à distribuer les points de mauvaise conduite. Un mot de trop, un regard de travers, et il pouvait m'envoyer directement à la purification. Ou pire, s'en prendre à Nolan. « Tess » souffla mon frère. « Pourquoi le monsieur me regarde toujours comme… » Je plaquai une main sur sa bouche pour le forcer à se taire. Les oreilles de Wilson traînaient toujours. « Tu as faim ?» lui demandai-je pour changer de sujet. « Je t'ai trouvé quelque chose de bon pour le goûter. » Cela eut l'effet escompté. « Oh oui !» se réjouit-il. Le cœur battant la chamade, j'espérais que Wilson n'avait rien entendu. Nous attendîmes patiemment que nos voisins regagnent leur étage avant de redoubler la cadence. Une fois parvenus au 9e niveau, je me sentis en sécurité. Ce qui était complètement absurde, nous n'étions en sécurité nulle part. Devant ma porte, je passai mon PDP dans la rainure de la serrure. Le verrou se débloqua et nous retrouvâmes notre petit chez-nous, une pièce de 30 mètres carrés qui faisait office de cuisine, de chambre, de salon et de salle à manger, tout à la fois. Les sanitaires étaient communs et se trouvaient au bout du couloir. C'était comme ça pour tous les étages. Nolan et moi possédions une table, 2 chaises, une commode, un minuscule évier et un canapé-lit. Le gouvernement avait offert une télévision à chaque citoyen et je disposais de mon propre ordinateur grâce à mon travail d'informaticienne. Un véritable luxe. Tess, froid. Nolan grelottait. Je le conduisis vers l'espace chambre et fouillai dans la commode pour lui trouver de quoi se changer. Je dénichai d'anciens vêtements m'ayant appartenu qui étaient trop grands pour lui. « Déshabille-toi » lui ordonnai-je tout en allumant la télé. La seule chaîne d'information ne diffusait pas encore. Des traits bleus crépitaient à l'écran. Ce ne serait plus le cas dans 10 minutes. « Dépêche-toi, le pressai-je. Tes chaussettes aussi. » Je devais encore lui sécher les cheveux et le faire manger. Il fallait absolument que j'assiste au tirage au sort, pour vérifier que je n'en faisais pas partie. J'eus le temps de changer Nolan, puis de lui offrir une barre chocolatée, la seule que j'avais pu me procurer ces 2 derniers mois, avant que la chaîne passe en clair. Je retins mon souffle, debout devant la télé, tandis que Nolan était assis à table. Je baissai le son lorsque la musique de la purification commença à retentir dans la pièce. On retenait facilement cette mélodie, légèrement enfantine. Certains gamins l'entonnaient dans les cours de récréation. Cela la rendait d'autant plus sinistre. Puis, ce fut au tour du message d'alerte habituel de résonner contre les murs de notre minuscule appartement. « Mesdames, messieurs, le tirage au sort va commencer. Veuillez garder vos téléviseurs allumés jusqu'à la fin du programme. » 10 secondes plus tard, l'écran passa du bleu clair au rouge sang. Ils avaient bien choisi la couleur. Les premiers visages et noms firent alors leur apparition. Toutes les 2 semaines, ils étaient 1000 personnes destinées à mourir ou à fuir la ville dans les plus brefs délais. Car une fois que la purification commençait, le dimanche matin, ils étaient piégés par le mur et la chasse débutait, pendant 24 heures. Les sentinelles étant les chasseurs et les citoyens désignés, les proies. Ceux qui y survivaient n'étaient pas légion, mais il existait toujours la possibilité de leur échapper, de voir le jour se lever et la purge se terminer. Dans ces cas-là, les citoyens concernés étaient réintégrés à la civilisation avec 0 point, même si cela ne les protégeait pas d'une 2e purge. Les yeux rivés vers l'écran, je priais intérieurement pour ne pas être tiré au sort. Je sentais mon cœur battre la chamade, mon sang cogner contre mes tempes. Un début de panique s'immisça en moi. Je tentai de la réfréner afin de ne pas attirer l'attention de Nolan, qui était toujours absorbé par son morceau de chocolat. Il avait plusieurs fois insisté pour assister à la rançon. Sa curiosité était sans limite, mais je le lui avais interdit. Ce n'était pas quelque chose dont un garçon de son âge devait se soucier. Il finirait par vivre avec.
comme nous tous, lorsqu'il obtiendrait son premier PDP, dans 4 ans pour être précise. À chaque fois qu'un nom apparaissait, je le lisais à grande vitesse et poussais de profonds soupirs de temps à autre. Cela se répéta pendant les 200 minutes suivantes. Chaque personne avait droit à quelques secondes de gloire à l'écran, le dernier honneur qui leur était réservé. Je n'entendais plus Nolan se plaindre parce qu'une partie du chocolat avait fondu sur ses doigts. Je n'entendais plus que les noms qui se bousculaient dans ma tête. Emmanuel Bray, Keane Robbins, Emory Howard, Rory Bell, Mason Pace, Maddox Fox, Silas Franks, Jay Monson et tant d'autres. Les 200 minutes s'écoulèrent. Et ni mon nom, ni mon visage ne furent dévoilés au grand public. Je regardais discrètement Nolan qui, à présent, dessinait sur un morceau de papier dans le silence le plus complet. Lorsque la chaîne d'information disparut, laissant derrière elle un crépitement aigu, je me laissai tomber par terre, les jambes tremblantes, les yeux rougis par les larmes que j'avais retenues. J'avais réussi à survivre 1 semaine de plus à Nouvelle-York. Maintenant, il me fallait distraire mon petit frère. Cette soirée allait être tout sauf calme, car pour les 1000 personnes sélectionnées, elle annonçait le début de leur purification. 2. Tessa. Chapitre 2. Tessa. J-1 avant la purification. Le lendemain, je me rendis à mon travail après avoir déposé Nolan à l'école. J'étais partagée entre le soulagement d'avoir échappé à la rançon et l'irritabilité. Je terminerai tard ce soir, très tard, et il me fallait encore faire des courses pour subvenir aux besoins de mon petit frère. À quelques pas de moi, entre l'avenue principale et celle où se trouvait ma boîte, un attroupement de personnes attira mon attention. Je repérai également des sentinelles. Il se passait quelque chose d'anormal là-bas, quelque chose de grave. Les gens ne s'arrêtaient jamais pour prendre leur temps. Ils devaient avoir une bonne raison de le faire. Et j'hésitais longuement à faire un détour. Néanmoins, si je revenais sur mes pas, je risquais d'arriver en retard au travail et il était hors de question que je reçoive des points de mauvaise conduite. Prenant mon courage à 2 mains, j'accélérai la cadence et me fis le plus discrète possible. Ma chemise me collait à la peau ce matin. Il faisait lourd. Une fois à hauteur de l'attroupement, je pus voir ce qui perturbait autant la circulation ce matin. Un adolescent était entouré par 3 sentinelles armés jusqu'aux dents. Une femme, 2 hommes. Ces derniers lui distribuaient des coups de matraque à volonté, alternant avec des coups de poing et des insultes. La raison de cette punition était visible depuis ma position. Un sachet blanc, rempli de nourriture et de friandises, avait été renversé à ses pieds. Mon cœur se souleva à la vue de ce qu'il contenait. Parmi les aliments, il y avait des tablettes de chocolat entières, des boîtes de biscuits, des conserves, des légumes et même de la viande. J'avais dû économiser pendant 2 mois avant d'acheter un bout de chocolat à Nolan. Personne ne pouvait se procurer autant de nourriture à la fois à moins d'appartenir à l'élite de Nouvelle-York. Le physique du jeune homme ainsi que sa tenue vestimentaire ne laissaient aucune place au doute. Il avait volé et il était en train de recevoir sa première punition. Je détournai les yeux et poursuivis mon chemin. Je ne voulais pas assister au spectacle. Ce jeune homme avait déjà eu droit à une humiliation publique et son PDP se verrait bientôt attribuer des dizaines de points supplémentaires. À moins qu'il ne fasse en sorte que les sentinelles réduisent ces points, voire qu'ils les retirent. Il y avait plusieurs méthodes pour cela, et aucune n'était plaisante. Ces scènes étaient habituelles après le tirage au sort. Dès que les gens se savaient hors de danger pour les 2 semaines à venir, ils commettaient des délits dans l'espoir de trouver de quoi se nourrir. Pour cela, il suffisait de ne pas se faire surprendre par les hommes du gouvernement. La plupart des citoyens les pensaient occupés avec l'approche de la purification. Ce qu'ils ignoraient, c'était que les sentinelles avaient des yeux partout. Mon entreprise était celle qui fournissait et programmait l'intégralité des caméras distribuées dans Nouvelle-York. Nous étions directement financés par le gouvernement des États-Unis. Si certains de mes collègues faisaient usage de leurs connaissances pour traquer et signaler les purifiés les jours de purge, mon travail était plus monotone mais infiniment plus honnête. J'analysais le fonctionnement des caméras et les données récupérées par ces dernières. Des chiffres, beaucoup de chiffres desquels je sortais des statistiques. J'étais capable de plus que cela, bien plus. Mais au moins, j'avais la conscience tranquille.
Je ne dénonçais personne, je ne tuais personne. À mon arrivée au bureau, Eitan n'était toujours pas là. Je le cherchais du regard dans l'espace de travail. Chaque lundi, nous faisions un compte-rendu des tirages au sort et trinquions à la mémoire des hommes et des femmes qui allaient bientôt nous quitter. Pearl, assise quelques mètres plus loin, me lança sans même relever la tête. « Il ne viendra pas aujourd'hui. » Je m'approchai de mon bureau, intriguée. La jeune femme clignait des yeux à répétition. Elle semblait nerveuse. « Pourquoi ?» lui demandai-je. « Il a pris sa journée, et peut-être qu'il ne reviendra plus d'ailleurs. » Cela me laissa un goût amer en bouche. Que voulait-elle dire par là ? « Pourquoi Eitan a pris sa journée ?» questionnai-je. « Pourquoi ne viendrait-il plus ? Il a été licencié ? » Sa copine a apparemment été tirée au sort hier, marmonna Pearl sans quitter son écran des yeux. J'ai entendu le patron en parler ce matin. Il aurait mentionné le mur. Si tu veux mon avis, il va tenter de le franchir pour la sauver. Mes jambes se mirent à trembler. Je me laissai choir dans mon siège. Non, cela ne pouvait pas être possible. Il n'allait pas le faire. Eitan. J'essayais de me ressasser quelques prénoms cités la veille pendant la rançon, mais ils étaient beaucoup trop nombreux. Si j'avais aperçu une Adi, je ne l'aurais jamais reconnue, vu qu'elle ne portait pas le nom de famille d'Eitan. Si mon meilleur ami était prêt à l'accompagner derrière le mur, c'est que leur histoire était plus que sérieuse. « Tu devrais t'activer, Tessa », m'avertit Pearl. « Le patron t'observe. » Je levai discrètement les yeux vers le bureau de notre supérieur. Il se tenait là, debout, et regardait dans ma direction. Au-dessus de nos têtes, un étage entier lui était réservé. Depuis les hauteurs, il avait une vue plongeante sur les bureaux de ses salariés. S'il me surprenait en train de rêvasser, je pouvais dire adieu à mon emploi. Je m'empressais d'allumer mon ordinateur et lui tourner le dos, feignant d'être occupé à trier les récents dossiers que quelqu'un avait déposés sur ma table. Je grognais automatiquement. Je n'avais jamais eu une quantité de travail aussi conséquente. Nul doute que mon supérieur m'avait attribué les documents d'Eitan. J'empilais les tas les uns sur les autres, les séparant en 4 piles qui représentaient chacune un quartier de la ville. Entre-temps, je repensais à mon meilleur ami et à son bureau vide. Si Pearl avait dit vrai, il serait remplacé dans les prochaines heures. Je n'aurais plus aucune chance de le revoir. Jamais. Cette pensée m'attrista. Nous étions proches, lui et moi. Notre première rencontre avait eu lieu lorsque nous étions gamins à l'Académie des quartiers sud. À la fin de nos études, nous avions toujours gardé le contact avant de découvrir que nous finirions par travailler pour la même boîte. L'avoir comme voisin de table à Bixmarkt avait renforcé nos liens. Il était mon meilleur ami. S'il avait pu, il m'aurait prévenu. Quelque chose l'en a empêché, forcément, sinon... Soudain, je fouillai le haut de mon bureau avec discrétion. J'étais presque certaine qu'il n'avait pu partir sans me laisser un mot. En quelques secondes, un bout de papier coincé entre nos 2 tables attira mon attention. Je m'en emparai, tandis que d'autres collègues arrivaient à peine sur les lieux. Je fis défiler mon écran d'une main, tandis que je dépliais le papier de l'autre. Sous la table, je remarquai que c'était une note manuscrite d'Eitan. « Tess, c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Pour te dire au revoir. La raison qui m'a poussée à partir est la suivante. Adi a été sélectionnée. Nous avons décidé de sauter le pas tous les 2 en franchissant le mur. Que dire de plus à part que j'espère que l'on se reverra un jour ? Une pensée pour toi et ton frère. Et te dire que tu vas énormément me manquer. J'espère que toi et Nolan vivrez une vie heureuse. Je t'embrasse, Eitan. » Ainsi donc, Eitan m'avait bel et bien laissé un message. La boule au ventre, je le relus une 2e fois. Il avait écrit à la hâte, cela se voyait. Son écriture était penchée et tremblante. Mon meilleur ami était pressé de quitter la ville. Lui et Adi avaient peut-être déjà franchi le mur à l'heure qu'il était. « Tessa, c'est toi qui as le compte-rendu de la semaine ?» lança quelqu'un dans mon dos. Je fouillai rapidement la pile de dossiers, au cas où celui-ci m'aurait échappé. Cette dernière était immense, j'avais accumulé trop de retard. « Non, je ne l'ai pas, » répondis-je. « Demande à Nancy. »« Ok, merci. » Je dissimulai le message dans la poche de ma chemise et ouvris le premier dossier de la journée. Il me fallait terminer le tout avant 21h, avant que le marché ne ferme. Faute de quoi mon frère et moi, nous disputerions les seuls morceaux de pain et de fromage qu'il nous restait. Je ne pouvais pas me morfondre et m'inquiéter pour Eitan. Mon meilleur ami n'aurait pas voulu cela d'ailleurs. Je me trouvais à l'intérieur de la barrière. Contrairement à lui, je devais survivre, penser à moi et à Nolan surtout.
Je passais le reste de la journée rivé à mon écran, entouré de clics et de bips incessants. Je retrouvais ma routine, bien que cette fois je grignotais mon déjeuner sans personne pour m'accompagner ou pour se plaindre de la qualité des repas de l'entreprise. L'après-midi se déroula tranquillement, je ne cessais de changer de dossier. Un à un, ils défilèrent devant moi. Des pannes informatiques étaient survenues dans les quartiers Est et Ouest à proximité du mur. Cela devenait fréquent ces dernières semaines. Je devais vérifier que tout était désormais en règle avant de rédiger mon rapport et d'enchaîner avec le prochain document. À 20h moins 25, je déposai le dernier sur la pile, exténué. Un sourire fatigué sur les lèvres, je me levai pour quitter les lieux quand je sentis une présence dans mon dos. Lorsque je me retournai, mon patron se tenait là, derrière moi. Son apparition soudaine me fit sursauter. Il affichait toujours un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Monsieur Brown regarda la pile de dossiers sur mon bureau d'un air approbateur. « Bon travail, Tessa. Nous vous avons donné les dossiers d'Aïtan aujourd'hui, mais soyez sans crainte. Demain matin, vous aurez un nouveau compagnon de bureau. »« Très bien, monsieur. » Mon ton soumis et la qualité de mon travail lui plaisaient généralement. Il tendit une main vers moi. « Votre PDP, je vous prie. » Je me raidis à l'instant. Il ne m'avait jamais demandé de lui présenter mon passe auparavant. Pour ne pas le contrarier, je sortis ma carte et la lui tendis à contre-cœur. Il la considéra avec intérêt. Un chef d'entreprise aussi réputé que lui avait le droit de rajouter des points de mauvaise conduite et d'en enlever lorsque leurs employés faisaient du bon travail, ce qui était plutôt rare avec M. Brown. « Et voilà », commenta-t-il quelques secondes plus tard en me rendant mon PDP. Je regardai aussitôt l'écran. Mon laissez-passer affichait 16 points. Ce matin, j'en possédais 17. « Merci infiniment, Monsieur Brown, » dis-je soulagée. « Je vous suis très reconnaissante. » Le concerné haussa les épaules, indifférent. « Ce n'est rien, Tessa. Vous pouvez partir. J'espère que vous sympathiserez avec votre nouveau compagnon demain. » Sur ces mots, il fit demi-tour et quitta l'espace de travail à pas lents. Je pus souffler à nouveau. Ma respiration était irrégulière à l'idée qu'il aurait pu m'attribuer des points de mauvaise conduite. Cette peur était constante et j'aurais tout donné pour changer de vie. Peut-être qu'Aïtan n'a pas eu si tort que ça en sautant le pas. Je récupérai mes affaires, éteignis les écrans et quittai le bâtiment sans un regard en arrière. Je ne tenais absolument pas à rester seule en compagnie de M. Brown maintenant que je lui étais redevable. Des rumeurs couraient sur lui au bureau, notamment sur son attirance pour ses employés dès qu'il se savait à l'abri des regards. Dehors, il faisait nuit noire. La journée, la ville avait une allure de prison grise, morne. Le soir, c'était tout le contraire. Des milliers de lampadaires et d'affiches s'illuminaient et le restaient jusqu'au petit matin. Les immenses immeubles qui m'entouraient prenaient alors des couleurs rouges, roses, bleues et jaunes. Ils offraient un tableau saisissant que j'aurais pu apprécier s'il n'avait pas été à cause de la propagande et du spectacle de désolation qui débutait dans les rues. Des hommes et des femmes, parfois jeunes, parfois plus âgés, attendaient déjà sur les trottoirs, leur PDP accroché autour du cou. On les appelait les risque-tout. Par ce biais, ils faisaient comprendre qu'ils offraient leur corps aux sentinelles. Une fois qu'ils en attiraient un dans leur filet, l'accord était conclu. Le sentinelle s'engageait à enlever des points de mauvaise conduite et en contrepartie, le risque-tout se soumettait à tous ses désirs pendant les prochaines heures. C'était pour cette raison que certains citoyens commettaient des délits sans craindre le lendemain. Il leur suffisait ensuite de traîner dans la rue et d'offrir leurs services dès que l'occasion se présentait. Il y avait 3 types de citoyens. Les riches, qui représentaient 10% de la population de Nouvelle-York, chefs d'entreprise, sentinelles et membres de notre gouvernement. Les risque-tout, 30% de la population. Et les pauvres, comme moi. Les 60% restants qui étaient obligés de travailler 12 heures par jour, voire plus, afin d'obtenir le strict minimum pour survivre. J'atteignis difficilement le marché où j'avais pour habitude de me réapprovisionner. Il se trouvait dans une galerie souterraine et fermait assez tard. D'habitude, je pouvais m'y rendre en empruntant l'escalator du métro, mais avec la purification qui se déroulait dès le lendemain, tous les commerces, moyens de transport et accès rapide fermaient par pure précaution, car ils redoutaient la casse et le vol de marchandises. Ce soir, peu de personnes étaient présentes. Les gens faisaient généralement des provisions avant le tirage au sort, histoire de ne pas avoir à déambuler dans les rues peu avant la purge. Je m'y rendais rarement le samedi pour cette même raison, mais nous manquions cruellement de nourriture.
Les stands étaient quasiment vides. Je parvins à récupérer une salade défraîchie, 3 pommes de terre, du pain, un morceau de fromage, quelques grammes de riz et de pâtes, puis, pour faire plaisir à Nolan, j'achetai 2 oranges bien rondes. Il aimait beaucoup les fruits et cela me navrait de ne pas pouvoir lui en donner tous les jours. Avant de payer le tout, je m'arrêtai devant un stand qui vendait des produits de première nécessité d'aspect douteux. Je comptai l'argent qu'il me restait. Je pouvais encore me procurer un morceau de savon neutre. Il y en avait sur une étagère remplie de parfums colorés. Je n'en avais jamais mis, même si ce n'était pas l'envie qui me manquait et ça n'allait pas commencer ce soir. « Du savon, s'il vous plaît », demandai-je à la vendeuse. 200 grammes. Celle-ci hocha la tête et en découpa un morceau tout en dressant une oreille. Avant mon arrivée, elle était en pleine discussion avec 3 autres femmes de son âge qui tenaient le stand voisin avec quelques conserves en tout genre. Le fait qu'elle parle à voix basse attira mon attention. « Vous avez entendu les dernières rumeurs ?» s'enquit celle qui se trouvait sur ma droite. « Il paraît que les coupures sont dues au mouvement derrière le mur. Il y aurait de l'agitation de l'autre côté. »« Ils arrivent à survivre dehors ?» s'étonna celle qui se trouvait sur sa gauche. « Oui, » enchérit la précédente. « Paraît qu'ils le font pour la planque. C'est sur toutes les lèvres en ce moment, mais personne ne sait trop ce que ça veut dire. »« La quoi ?» demanda une autre. « La lui répondit son interlocutrice. Tiens, quelque chose passa brusquement devant mon champ de vision. Ce fut si soudain que je reculai par réflexe. La vendeuse essayait d'attirer mon attention avec le bout de savon. Je le pris et la payai avant de rebrousser chemin. D'après moi, elle voulait surtout éviter que j'entende quelque chose que je ne devrais pas. L'espace d'un instant, j'avais complètement oublié où je me trouvais. Maintenant qu'Aïtan était passé de l'autre côté, apprendre qu'il avait la possibilité de survivre derrière le mur me rassurait. J'aurais aimé suivre leur conversation, leur dire que j'avais un ami qui était parti et qui ne reviendrait sûrement pas. Mais je savais que cela était impossible. Les gens de Nouvelle-York vivaient dans la terreur et la méfiance. Je pouvais tout aussi bien enregistrer leurs propos et les dénoncer aux sentinelles. La suite était plus que prévisible et elles auraient pu en faire autant avec moi. Je gardai donc ces informations dans un coin de ma tête. J'ignorais pourquoi, mais le mot prononcé par une des vendeuses revenait en boucle dans mon esprit. Je ne cessais de me demander ce qu'était la planque. Chapitre 3. Tessa. Dimanche, jour de purification. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. Je repensais sans cesse à la conversation que j'avais surprise la veille au soir, ainsi qu'au mot planque qui, pour une raison inconnue, n'avait cessé de s'immiscer dans ma tête. Et j'étais certaine de l'avoir vu ou entendu quelque part, mais j'étais incapable de me souvenir où et dans quelles circonstances. À cette heure, les premiers rayons de soleil firent leur apparition dehors. Je me levai sans faire de bruit pour ne pas réveiller Nolan et préparer notre modeste petit déjeuner. Un morceau de pain rassis avec un peu de beurre, et pour chacun de nous deux, une orange que j'avais récupérée au marché. Aujourd'hui, nous ne mettrions pas le bout du nez dehors. Mieux encore, nous ne quitterions pas l'appartement. La ville allait être prise d'assaut par les sentinelles et les 1000 personnes tirées au sort. Dès le lever du soleil, ces dernières étaient priées de se rendre au centre de la ville, le point neutre où se trouvait le repère des sentinelles. Il n'y avait jamais le nombre exact de candidats à la purification. Non seulement certains choisissaient de franchir le mur au péril de leur vie avant qu'il ne soit trop tard, mais il y avait aussi ceux qui tentaient le tout pour le tout et se dissimulaient dans des cages d'immeubles abandonnés ou bien dans des terrains de la ville peu explorés. Malheureusement, on finissait toujours par les retrouver. Surtout grâce, plutôt à cause, des caméras fabriquées par mon entreprise. J'avais honte de travailler pour cette boîte, mais c'était la seule qui avait accepté de m'embaucher. Et je ne devais pas oublier que c'était elle qui nous permettait de survivre, mon frère et moi. Pendant les prochaines 24 heures, les purifiés devraient à tout prix éviter les sentinelles. Quiconque se trouvait sur le chemin, même s'il n'avait pas été tiré au sort, finirait par perdre la vie. Les soldats du gouvernement prenaient un immense plaisir à traquer, chasser, tuer, débarrasser Nouvelle-York de ses parasites. Car ce n'était finalement rien d'autre que ça, la purification, une chasse à l'homme. La télévision émit un bruit étrange, puis elle s'alluma seule. Je pinçai les lèvres. Notre gouvernement tenait à ce que nous assistions à la cérémonie du début à la fin, pour montrer l'exemple, pour garder le contrôle sur une population terrifiée et maîtrisable.
Une femme d'un certain âge apparut à l'écran. Elle portait une sorte d'uniforme bleu marine avec un nœud papillon noir accroché autour de son cou. Son visage était connu de tous. Cela faisait des années qu'elle fixait la caméra toutes les 2 semaines sans qu'aucune expression ne vienne perturber ses paroles. C'était à se demander si elle était encore humaine. Comme toujours, elle se limita à lire le prompteur d'un ton neutre et mécanique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je serai votre présentatrice pour cette nouvelle purification. Avant de donner le signal, nous procéderons au rappel habituel. Un texte en lettres grasses et rouges se mit à défiler sur un fond parfaitement blanc. Habitants de Nouvelle-York, voici les règles établies par le président de notre nation. Il vous est fortement déconseillé de quitter votre domicile si vous n'avez pas été tiré au sort. Quiconque s'interposera entre une sentinelle et un purifié sera exécuté. Une fois la purification terminée, nous vous sommons de penser aux âmes bienfaisantes qui nous auront quittés afin qu'elles reposent en paix. Bénie soit l'Amérique, bénie soit la purification, un mal nécessaire. Le texte disparut de l'écran. Je m'empressai de baisser le son, à défaut de pouvoir éteindre la télévision. C'est à ce moment-là qu'un son résonna dans toute la ville. La mélodie s'insinua dans ma tête semblable à une caresse. Entendre les premières notes suffit à me donner la nausée. Elle commençait toujours en douceur avant de prendre de l'ampleur et de se frayer un chemin dans les rues, les habitations, puis dans chaque recoin de nos têtes. Elle répandait son venin et finissait par s'élever, menaçante, avant de vibrer dans la moindre parcelle de nos corps et de nos esprits. Cette maudite mélodie. Les premières années de ma vie avaient été bercées par ce son. Depuis mon adolescence, je n'avais rien connu d'autre à part la peur constante et le désir de survivre, le plus longtemps possible. Lorsque mes parents étaient encore parmi nous, j'avais moins peur parce que je me disais qu'ils étaient là pour nous protéger. Avec eux, je me sentais en sécurité. Je n'avais peur de rien. Maintenant, je craignais tout. Mes voisins criaient toujours dès que la mélodie retentissait. Je les maudis intérieurement lorsque mon frère émergea de son sommeil quelque peu égaré. Il tâta le drap à l'endroit où j'étais censé me trouver avant de me chercher du regard, alarmé. « Tessa » appela-t-il d'une voix tremblante. « Je suis là », m'empressai-je de le rassurer en le rejoignant. « Tiens, le petit déjeuner. » Je lui proposai le pain beurré et l'orange avec une certaine honte car je ne pouvais pas nous nourrir convenablement. Mais le contenu du premier repas de la journée ne sembla pas le déranger. Il mordit dans la mie avec lenteur et mâcha pendant de longues secondes. Nous demeurâmes dans le silence le plus complet, tandis que la mélodie de la purge continuait de retentir dans toute la ville. Lorsqu'elle s'évanouit, les habitants de mon immeuble ne faisaient plus de bruit, plus aucun mouvement, comme si le moindre geste, le moindre son risquait de les trahir, comme s'ils essayaient désespérément de disparaître de la surface de la terre le temps de quelques heures. Si seulement c'était possible. Enfant, j'avais pour habitude de me recroqueviller sous la table de la salle à manger, entourée de mes parents qui me rejoignaient. Je me rappelais que ma mère plaquait ses mains contre mes oreilles jusqu'à ce que la purification de notre nation prenne fin. Depuis que j'avais Nolan avec moi, j'essayais de ne pas lui montrer la peur que je ressentais, mais il n'était pas dupe. Je n'étais jamais sereine le jour de la purge. Il m'arrivait de vérifier plusieurs fois que la porte de notre appartement était fermée à clé. Je baissais les volets, condamnant notre seule et unique fenêtre. Je craignais toujours qu'un purifié tente de trouver refuge dans notre immeuble, voire pire, chez nous. Je ne souhaitais pas que l'on m'accuse de cacher quelqu'un, ce qui nous exposerait à des sanctions sévères, mon frère et moi. Bientôt les premiers coups de feu retentirent dans notre quartier. C'étaient des sons familiers, dangereux, redoutables. Quelques mètres plus loin, la télévision diffusait des scènes sanglantes et bruyantes. Je saisis notre couverture et la lançai sur l'écran pour cacher les prochaines images. C'était la seule façon d'échapper au visionnage de la purge, à défaut de ne pouvoir l'éteindre. Je n'entendis pas Nolan se rapprocher de moi. Lorsqu'il effleura ma main, j'entrelaçai mes doigts avec les siens et je ne les lâchai pas de la matinée. La journée se déroula sous les cris et les sons des mitraillettes. Nolan ne parla pas beaucoup et moi non plus. Je nous préparai à manger, lui lavai la tête au-dessus de notre évier, lui fis réciter ses leçons, puis à la fin de la soirée, lorsque les coups de feu diminuèrent, mon petit frère s'assoupit contre mon épaule. Je le portai jusqu'à notre lit, où je le bordai avec tendresse. Une fois cela fait, je voulus laver notre vaisselle avant de me rappeler que la télé était toujours en train de diffuser. Discrètement, j'ôtai le drap avec lequel je l'avais recouverte et observai la scène qui se déroulait sous mes yeux.
Un homme et une femme couraient dans une rue que je ne connaissais pas, un citoyen et une sentinelle. Vu l'état des habitations, je devinais qu'il s'agissait des quartiers à l'ouest de la ville. Il faisait presque nuit dehors. Les panneaux publicitaires et les lampadaires ne tarderaient pas à s'allumer alors que des gens étaient en train de perdre la vie dans les rues de Nouvelle-York. J'espérais secrètement que le purifié parviendrait à échapper à la sentinelle. Seulement, il suffit de quelques secondes pour que la chasseuse rattrape sa proie. L'exécutrice était armée d'un revolver. Elle sourit à l'écran, puis tira une première fois. La balle alla se ficher directement dans le dos de sa victime. Le purifié tomba par terre, la bouche grande ouverte. Il avait sans doute poussé un cri qui n'avait pas franchi ses lèvres. Je détournai vivement le regard, prête à renvoyer mon dernier repas dans la seconde. Je ne m'habituerai jamais à ce genre de scène. Jamais. De toute façon, je ne voulais pas m'y habituer. Lorsque je retrouvai le courage de regarder une nouvelle fois l'écran, la caméra était déjà passée à autre chose. Elle filmait à présent une nouvelle localisation, puis passa à une autre, et encore une autre. Elle ne s'arrêtait jamais, comme si elle cherchait à capturer tous les drames qui se jouaient dans toute la ville. Ces scènes se terminaient comme la première, le purifié finissait à terre et la sentinelle ressortait vainqueur. Ces derniers avaient à peine le temps de savourer leur victoire que les caméras se dirigeaient déjà vers d'autres quartiers. Je me demandais toujours ce que les exécuteurs faisaient des corps sans vie. La ville était toujours nettoyée de fond en comble lorsque nous nous réveillions le lendemain. Mais je n'avais pas le temps de me pencher sur le sujet que mon écran de télé passait déjà à autre chose. Cette fois, la caméra trouva une nouvelle scène sur laquelle se focaliser. La ville s'illuminait petit à petit, tandis que deux ombres, presque indistinctes malgré la lueur des lampadaires, s'observaient. L'une d'elles tenait un revolver et le pointait sur la silhouette qui tournait le dos aux téléspectateurs. Une scène banale. Il y eut un bruit strident, celui d'un coup de feu, puis une des ombres s'écroula tandis que l'autre demeura là, sans bouger. Je m'attendais à ce que la caméra change de quartier, cependant l'objectif resta figé sur la scène. Les secondes s'écoulèrent, puis elle effectua un zoom sur le trottoir, là où était tombée la silhouette. Je commençais à replacer le drap sur l'écran, car je ne voulais plus assister à cela, quand celui-ci tomba de mes mains. Celui qui était tombé n'était pas un purifié, c'était une sentinelle. Je n'en croyais pas mes yeux. Une sentinelle, attaquée, tombée de la main d'un purifié. La caméra resta focalisée sur le corps sans vie quelques secondes avant de couper la diffusion pour de bon. L'écran s'éteignit complètement. D'habitude, nous avions droit à un dernier message où l'on nous indiquait le nombre de personnes tuées dans la journée, précédé par l'habituel « Béni soit la purification, un mal nécessaire ». Cette fois, il n'y eut rien. Je restais scotché devant la télévision, sachant pertinemment que des millions de personnes devaient être aussi abasourdies que moi à cet instant précis. J'avais conscience de vivre un moment unique. De mémoire, cela ne s'était jamais produit. J'attendis encore quelques secondes, au cas où la télévision se remettrait en marche, mais rien ne se passa. Je voulais savoir ce qu'il adviendrait du purifié. Logiquement, il devrait regagner la civilisation telle qu'on nous le promettait en cas de victoire. Son PDP ne devrait plus afficher de points et il devrait se voir attribuer assez de nourriture pendant 1 an. Le cœur battant la chamade à cause des différentes émotions qui déferlaient en moi, je me mis à faire les 100 pas dans l'appartement avant de prendre place dans le lit à côté de mon frère, profondément endormi. Même si je savais que je ne trouverais pas le sommeil de sitôt. J'ignorais pourquoi, mais j'avais besoin de bouger, de courir, de crier même. Cependant, je me contentais de fermer les yeux avec une pensée pour le purifier où qu'il se trouve. « Eitan, si tu avais vu ça !» pensais-je avant de sombrer. Chapitre 4. Tessa. J-13 avant le prochain tirage au sort. Je me réveillais avec entrain, pour la première fois depuis des années peut-être. Je pressais Nolan comme d'habitude, tandis que je m'apprêtais de mon côté. J'enfilai ma chemise bleue à grande vitesse et jetai mon pantalon de pyjama par terre avant d'en passer un autre. J'avais hâte d'entendre... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.